Jacques Biot, je l'ai dit, vous êtes président de l'école polytechnique. Merci d'être là au milieu des médecins que vous connaissez bien. Vous avez aussi été membre de la commission innovation qui propose 7 ambitions pour la France, dont 2 quand même concernent la santé. C'est la médecine personnalisée et les big data. Alors quel est le regard du polytechnicien, du patron de l'école polytechnique sur ce monde médical qui est confronté à ces révolutions technologiques ? Merci Philippe, bonjour à toutes et à tous, et je suis très heureux de retrouver ici un bon nombre d'amis de ma vie antérieure. Pour ceux qui ne me connaissent pas, jusqu'à ma nomination à l'IX il y a 2 ans, mon métier était de faire en sorte que les innovations thérapeutiques parviennent le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions économiques possibles à ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire vos patients et vous qui les mettez en œuvre. Alors, en quoi est-ce que votre métier va changer ? Bon, toute la question, c'est de savoir en quoi votre métier va changer compte tenu des évolutions de la science médicale. La médecine est à la fois un art et une science. Et donc tout le monde sait, je n'apprends rien de particulier, qu'aujourd'hui on annonce, on attend ou on redoute ce qu'on appelle la médecine de précision. Alors d'abord, la médecine de précision, qu'est-ce que c'est ? On va essayer de revenir dessus, non pas sur le détail technique qui, je pense, sera abordé par d'autres orateurs, mais plus sur le plan méthodologique. Je voudrais juste rappeler que la médecine de précision, c'est votre ambition depuis que vous avez prononcer le serment d'Hippocrate. Je veux dire, le colloque singulier, c'est quand même l'objectif d'avoir une médecine adaptée à un patient. Et si on regarde, quand on se penchera dans 200 ans sur l'histoire de la médecine, on verra que la médecine a été pour l'essentiel une médecine qui visait à être une médecine de précision, sauf pendant un temps assez bref de l'histoire de l'humanité, entre 1950 et 2015, grosso modo, qu'on pourrait appeler une période où on a développé beaucoup plus. Dr Guess parlait du langage d'ARS, moi j'appelle ça un peu, après l'avoir prêché, la médecine d'agence, c'est-à-dire qu'une médecine très tournée sur la statistique, très probabiliste et donc qui a tendance à placer le patient dans des cohortes, à regarder une taille d'effet pas toujours très importante avec des petits p sacro-saints qui devaient être inférieurs à un certain chiffre. Et bon, et donc c'est une période pendant laquelle au fond on vous a demandé de vous éloigner un peu du patient puis de le mettre dans des boîtes. Et la science va nous permettre de revenir à une autre façon de pratiquer la médecine, puisque effectivement l'idée, ce dont tout le monde rêve, c'est que demain, le traitement soit une fonction univoque d'un certain diagnostic. Alors, sur le versant scientifique, tout ça est exploré, aussi bien sur le plan scientifique que, j'allais dire, sciences de la vie, aussi sur le plan des technologies, avec d'énormes progrès en matière de diagnostic, mais on voit bien que une fois qu'on a dit ça, un diagnostic qui va permettre d'avoir cette fonction univoque, ça va être un diagnostic assez complexe et qu'il va falloir arriver à travailler déjà pour arriver à segmenter énormément les patients, donc sur un très grand nombre de critères. Il y aura les critères génétiques sur lesquels on va revenir, mais il y a d'autres critères que les critères génétiques. Et puis toute la question qui va se poser, c'est de savoir en quoi ce patient qui a 2 caractéristiques, enfin ces 2 patients qui ont des caractéristiques différentes, en quoi sont-ils différents, en quoi est-ce que ça induit des différences dans le pronostic dans l'histoire naturelle de la maladie et dans le pronostic dans l'intervention que je teste. Donc première question, le diagnostic va devenir un sujet compliqué, très technique, qui va nous sortir un petit peu, ou qui risque de sortir un petit peu du diagnostic clinique auquel vous aviez été formé, et c'est un des points qu'il faut prendre en considération pour le futur. Deuxième point, il y a donc cette notion suivant laquelle le traitement est fonction de ce diagnostic, et là encore, cette fonction, elle va possiblement emprunter à plusieurs techniques, parce qu'il y a effectivement les questions de génétique, mais il y a des médecins qui sont très tournés sur la médecine de précision, depuis toujours, eux aussi, c'est les chirurgiens. Le geste chirurgical, il est par définition adapté, et toutes les technologies d'aujourd'hui permettent de donner au geste chirurgical une précision de plus en plus inégalée. Je veux dire, hier c'était la Célio, mais aujourd'hui ce sont les robots, ce sont des méthodes d'exploration extrêmement différentes, et puis même demain ce sont des dispositifs qui vont parler avec le médecin. À l'IX, on travaille sur un stent intelligent qui vous préviendra quand on commencera à voir arriver la réocclusion et qui permettra de modifier le traitement. Bon. Donc des dispositifs qui vont communiquer avec l'extérieur, et donc tout ça va, à mon sens, changer votre métier à plusieurs égards. D'abord, le premier point sur lequel ça va changer votre métier, c'est l'acquisition de connaissances. Là, on sort d'une période où l'acquisition des connaissances visait beaucoup à vous faire pratiquer cette médecine statistique et où, en gros, bon,
la médecine était jalonnée de progrès. On avait une grande étude qui sortait, cohorte qui avait été analysée, et puis en général les agences se réunissaient, débattaient, la commission de transparence s'interrogeait, est-ce que la taille des faits est suffisante, est-ce que c'est pertinent cliniquement. Donc déjà, entre le jour de l'étude, le lancement de l'étude, le décodage de l'étude, et puis l'analyse par la transparence se passait 3, 4, 5 ans, et puis un beau jour, la parole divine tombait, on vous expliquait, le cas échéant avec menace de sanction à l'appui, qu'il allait falloir appliquer les bonnes pratiques et changer votre pratique de manière statistique. Bon. Déjà, c'était compliqué comme ça. Là, on voit bien que sur une médecine qui va apporter un traitement à chaque patient, c'est quelque chose qui est facile, enfin, entre guillemets, facile à faire. Ce sera évidemment repris tout à l'heure par mes successeurs, mais tant qu'on est dans la recherche translationnelle et qu'au lit du malade, on applique un diagnostic et qu'on regarde l'effet que ça donne et qu'on traite le patient directement à l'hôpital, c'est une chose. Quand derrière ça, toutes ces fonctions très multiples, de paramètres très multiples vont descendre en médecine de ville, pour vous, en termes d'acquisition de connaissances, ça va être un petit peu plus compliqué. Et donc, je pense qu'il faudra s'organiser au niveau des unions et au niveau des pouvoirs publics pour qu'on vous aide à apprendre toutes ces choses-là, parce que il y aura évidemment une sorte de remise à zéro dans la façon dont on aborde le diagnostic et la prescription. Bon. Alors, il y a du temps avant que ça ne se passe, parce que aujourd'hui, on ne voit pas encore les autorités françaises, j'allais dire, être une aile marchande dans ce domaine-là. Pour ceux d'entre vous qui lisent Nature, vous avez dû voir passer un article très intéressant de Nicholas Shorts en avril dernier sur le Number of One Trial. Donc les Américains s'interrogent beaucoup sur toutes ces questions de nouvelles méthodologies. Pour l'instant, je n'ai pas vu beaucoup de choses au niveau des autorités françaises et européennes sur comment est-ce qu'on va traiter ces essais cliniques, comment est-ce qu'on va changer la méthodologie des essais cliniques. Et donc, avant que tout ça n'arrive dans la vraie vie, il se passera du temps, mais c'est quelque chose qui arrivera. Bon, le deuxième point, c'est une question d'organisation. Et je terminerai là-dessus pour laisser du temps pour le débat. Question d'organisation, c'est que tout ça va être de plus en plus pluridisciplinaire. Et que vous, en tant que médecin libéral, vous allez, je pense, avoir un rôle très important, parce que toute cette nouvelle technique, toute cette médecine de précision ne va pas diffuser à la même vitesse partout. Vous avez eu toujours un rôle très important qui est un rôle de référent. Quand on regarde le médecin qui est apprécié par son patient, il est apprécié pourquoi? Parce qu'il a un réseau de confrères vis-à-vis desquels il est capable d'orienter, et donc il est capable de prendre en charge le patient, même quand ce n'est pas dans sa spécialité, même quand il est généraliste. Et je crois que cette question de l'organisation des référents, on a vu un balbutiement qui était très intelligent. Je crois que demain, vous avez comme grand témoin Alain Juppé, et n'oublions pas que c'est Alain Juppé en 1996 qui a commencé à lancer le concept des réseaux de santé et des réseaux de soins. De mon côté, j'étais architecte avec certains d'entre vous de réseaux de santé dans le passé, mais c'est vrai qu'on travaillait de façon très probabiliste. Demain, le concept du réseau de santé va ressortir, parce qu'il faudra pour vous, libéraux, que vous ayez le contact et les adresses des gens qui savent pratiquer cette médecine de précision. Et puis il y aura tout un rôle de suivi derrière ça pour vous, parce que Number of One Trial, ça veut dire qu'on suit le patient de très près, donc il y a un rôle pour vous. Les dispositifs qui parlent, c'est de la télémédecine, il y a un rôle pour vous. Et donc, il y aura un rôle très important pour vous. Simplement, il va falloir qu'on vous aide à l'apprendre, qu'on vous dise comment ça se passe, et à un moment où pour l'instant même les autorités ne le savent pas très bien, et puis derrière ça, toute une réorganisation, une recomposition des relations entre vous. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. Vous dites... Guy Valencien dit le diagnostic va être facilité par l'intelligence artificielle, et vous dites le diagnostic va être de plus en plus compliqué. Est-ce que quand même l'intelligence artificielle, dans 10 ans, va quand même pas tout simplifier? Ouais, bon, si vous voulez, nous on est les grands praticiens de l'analyse des données. Je veux dire, vous savez peut-être que l'IX a un contrat avec la CNAM pour aider la CNAM à essayer d'y voir clair dans le SNIRAM. On a des gens qui sont vraiment des spécialistes du big data. Non, je le dis avec fierté et affection. Mais une fois encore, ce que je dis à mes matheux, c'est qu'on ne peut pas faire de la médecine sans médecin. Et que prendre des chiffres, ça peut conduire à faire de grosses bêtises. Moi, je fais partie de ceux qui persistent à penser que, par exemple, Actos a été retiré en France sur une analyse purement statistique qui n'est pas forcément pertinente cliniquement. Et parce qu'on est peut-être passé à côté d'un certain nombre de biais, et donc on ne va pas rentrer évidemment dans le détail de telle ou telle molécule, mais je pense qu'il faut que les matheux soient extrêmement humbles dans ces questions-là, et que s'ils ne sont pas en relation très étroite avec des médecins
qui effectivement, eux, ont le sens clinique, qui ont été éduqués au sens, enfin le sens clinique, c'est quelque chose qui a vraiment c'est une réalité, si vous voulez. Et je le dis, je ne suis pas médecin, et je m'incline devant mes amis médecins parce que c'est quelque chose qu'on n'acquiert pas comme ça, juste en étudiant les bases de données. Et l'intelligence artificielle, ça ne remplacera pas, à mon sens, le sens clinique. Donc ça va devenir compliqué.